Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. La première apparition publique de la femme au visage greffé, Isabelle Dinoir, 38 ans, s'est présentée aujourd'hui face à la presse, 2 mois et demi après son opération. Elle indique ne pas avoir souffert et souhaite maintenant reprendre une vie normale. Le professeur Jean-Michel Dubernard, qui a supervisé cette intervention, annonce que 5 nouvelles opérations de ce genre sont programmées. Il est notre invité. Bonsoir et à tout à l'heure. Zacarias Moussaoui s'est fait exclure du tribunal quelques minutes seulement après le début de son procès aux États-Unis. Le Français a récusé ses juges et ses avocats. Il se réclame d'Al-Qaïda. C'est le premier procès directement lié aux attaques du 11 septembre sur le sol américain. Les appels à la retenue restent sans effet. Nouvelle manifestation contre les caricatures de Mahomet en Égypte, en Indonésie et en Afghanistan où les affrontements avec la police ont fait 3 morts. En France, la première véritable épreuve politique pour Dominique de Villepin, c'est demain que la gauche, les syndicats et plusieurs organisations étudiantes appellent à manifester contre le CPE, le contrat première embauche. 100 de défilés sont prévus partout en France. La joie très maîtrisée d'un des 2 gagnants français de l'euro-million. L'homme est âgé de 30 ans, il est venu toucher son chèque de 61 millions d'euros, plus de 400 millions de francs. Seule folie pour l'instant de sa part, il a démissionné de son poste d'assistant maître d'hôtel et s'est offert une voiture de sport. Enfin, à 4 jours des Jeux, la flamme olympique est en France, portée par les plus grands champions. Elle a fait escale à Grenoble, la ville était noire de monde, à Chamonix et à Albertville. L'image est fascinante et troublante à la fois. 2 mois et demi après l'opération, la première femme greffée du visage est donc apparue avec courage et dignité face aux journalistes venus du monde entier. Elle s'appelle Isabelle Dinoir, elle a encore de grandes difficultés à s'exprimer, mais elle a pu répondre aux questions. Florence Griffon, Olivier Robert. Très intimidée, Isabelle Dinoir a choisi ce matin de faire face aux objectifs du monde entier. Comme pour l'encourager, quelques journalistes applaudissent. Elle esquisse alors un sourire. Pour ses médecins, l'opération est un succès. Pour elle, c'est plus encore. Depuis le jour de l'opération, j'ai un visage comme tout le monde. Maintenant, je fais ouvrir la bouche et manger. Depuis peu, je sens les lèvres, au nez et à la bouche. Est-ce que vous avez mal? Non. Du tout? Pas du tout. Jamais jamais Isabelle Dinoir a tenu à expliquer dans quelles circonstances elle s'est fait mordre par son chien. Le 27 mai dernier, elle prend des médicaments pour oublier ses soucis et fait un malaise. Quand je me suis réveillée, j'ai essayé d'allumer une cigarette et je ne comprenais pas pourquoi elle ne tenait pas entre mes lèvres. C'est là que j'ai vu la mare de sang et la chienne à côté de moi. Je suis allée me voir dans la glace et là, horrifiée, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Surtout que je n'avais pas mal. Depuis ce jour, là, la vie a changé. Pour elle, le plus dur a finalement été l'attente de la greffe. Isabelle Dinoir n'osait plus sortir de peur d'affronter le regard des autres. Aujourd'hui, elle va mieux. Elle a même repris ses mauvaises habitudes. On a entendu parler que vous avez repris de fumer et que les médecins n'étaient pas contents. Est-ce que vous pouvez dire oui ou non? De toute façon, j'ai jamais arrêté de fumer, donc... Et je ne fume pas clope sur clope. Isabelle Dinoir remercie les professeurs Dubernard et de Vauchel, ainsi que la famille de la donneuse, et formule son vœu le plus cher. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, de retrouver mes filles, ma mère, mes amis. Quelques minutes plus tard, elle s'éclipse pour retrouver sa nouvelle vie. Alors, beaucoup de questions viennent à l'esprit, on va les aborder avec vous, professeur Dubernard. D'abord, l'histoire et les difficultés de cette opération, difficultés techniques, défis psychologiques aussi. Laetitia Legendre, Mallory Aounou. La photo a été prise ce matin même, et pourtant ce nouveau visage ne semble pas encore totalement familier à Isabelle Dinoir. 2 mois après avoir subi sa greffe partielle de visage, elle revient sur les lieux de son opération. Une opération complexe où il a fallu greffer le nez, la joue et le menton d'une défunte. Bien plus qu'une simple greffe, il s'agissait de transplanter les nerfs, les artères et les muscles du visage. Les artères étaient extrêmement petites et ça peut s'expliquer rétrospectivement
par soit le fait qu'il y ait eu déchirure, morsure et donc déchirure, et donc tiraillement des vaisseaux, et par le fait aussi qu'il y avait une rétraction cicatricielle. Et donc les sutures ont été un petit peu plus difficiles que d'habitude. Cette femme, gravement défigurée, s'est ainsi réveillée avec ce qui sera désormais son visage. Une greffe hautement symbolique où il s'agit de s'approprier de nouveaux traits. De toute façon, c'est un choc immense. Le fait en plus de porter un morceau de chair de quelqu'un d'autre va entraîner, selon évidemment une difficulté supplémentaire, ou pas. Pour Isabelle Dinoir, ce nouveau visage, c'est la liberté. Le fait d'être défiguré lui était insupportable. Lorsqu'on perd sa bouche, lorsqu'on perd l'expression de son visage, on est exclu de la relation. Les autres, ne lisant pas les émotions, ne sont pas amenés à exprimer les leurs non plus, et donc, sans y réfléchir, sans le faire exprès, exclut la personne du réseau relationnel. Cette mère de famille a désormais un visage, bientôt un sourire. Le plus long pour elle sera de retrouver la quiétude de l'anonymat. Première chose, très simplement, professeur Dubernard, 2 mois et demi après, est-ce qu'on peut dire à coup sûr que c'est un succès, qu'il n'y aura pas de rejet? Non, on ne peut sûrement pas dire cela, tout simplement parce que c'est une première et qu'on n'a pas l'expérience. Mais le reportage a très bien montré qu'il y a un défi technique, qu'il a été surmonté dans les médias, et il faut attendre maintenant quelques mois avant de mesurer le résultat exact en termes d'élocution. Par exemple, il faut se rappeler aussi qu'avant l'intervention, la patiente ne pouvait pratiquement plus parler, qu'elle ne pouvait pas avaler, qu'elle ne pouvait pas se nourrir. Maintenant, elle peut manger, elle peut boire. Il y a eu un moment dans cette conférence de presse où elle prenait un verre d'eau, voilà. Ça a fait sourire beaucoup de monde, tout le monde s'est arrêté. Mais ça, c'est impeccable. Et donc, elle parle. Oui. Bien sûr, avec des difficultés, mais elle parlera mieux par la suite quand l'innervation aura regagné son potentiel définitif. Est-ce qu'elle va retrouver toute la mobilité et les sensations de son visage, ses lèvres, son menton, son nez? En termes de sensibilité, j'y crois fermement. En termes de motricité, on va voir, ça tout dépend des muscles et de la capacité de récupération de ces muscles. On ne sait pas, c'est une première, c'est un peu comme quand on a fait la première main. Il y a le défi psychologique, qui est très bien présenté, mais c'est vrai que... apparemment, ça a l'air d'aller. Il y a deux, à mon avis, de mon point de vue, mais je ne suis pas psychiatre, il y a 2 étapes. Premièrement, elle est très contente de ne plus avoir le visage défiguré qu'elle avait avant l'intervention. Maintenant, la capacité de s'approprier ce nouveau visage, c'est à voir. Apparemment, ça se passe très très bien. Puis il y a le défi immunologique. Comment surmonter le rejet? Elle a fait un épisode de rejet, comme toutes les greffes en fond, mais ça on l'a très bien traité, on l'a très bien contrôlé, mais ça peut se reproduire. Mais vous savez, au total, ce qui compte, c'est que nous sommes des médecins. Et on a fait ça pour aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire pour traiter une patiente qu'on ne pouvait pas traiter autrement. C'est quelque chose qui nous paraît très essentiel. En fait, vous aviez l'air assez sûr de vous, parce qu'on vous entendait dire: j'aurais fait cette opération pour mes filles. Absolument, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de réparer, de reconstruire un visage défiguré à ce point. L'extrémité du nez, les lèvres sont très difficiles à prendre. Donc si vous êtes médecin et si vous avez la possibilité d'aller plus loin, vous allez plus loin, même si c'est de la recherche clinique. On ne va pas en faire 5 de plus, on va demander l'autorisation d'en faire 5 de plus. Mais la recherche clinique, la recherche au pied du lit du malade doit se développer en France. C'est-à-dire que vous avez déjà 5 patients ou patientes blessés ou accidentés qui vous ont fait cette demande? Non, on a eu beaucoup de demandes, mais il faudra faire un tri une fois qu'on aura l'autorisation. Et seulement quand on aura l'autorisation. Vous avez plus de demandes que ça? Ah oui, on a beaucoup de demandes et c'est logique. Ça donne un espoir à des milliers de personnes dans le monde qui sont défigurées. Et c'est quand même extraordinaire de pouvoir leur apporter cet espoir, même si on sait que seulement un tout petit nombre d'entre eux pourront être opérés. Les cicatrices, elles sont très apparentes, elles vont s'estomper? Elles s'estompent déjà pas mal. J'espère que ça s'estomperont complètement et avec un tout petit maquillage, je crois que personne n'y verra rien. Une dernière chose, la famille de la donneuse, vous connaissez ses réactions, ses commentaires? Normalement, les médecins, personne ne connaît l'identité de la donneuse. Il se trouve que dans le cas particulier, certains médias ont remonté la piste
jusqu'à cette famille. Et je suis très satisfait, très heureux de savoir qu'Isabelle Dinoir, au cours de sa conférence de presse, a remercié cette famille, s'est excusé auprès d'eux du harcèlement dont ils ont été eux-mêmes victimes. Merci, professeur Dubernard, d'être venu commenter sur ce plateau cette première chirurgicale mondiale. Autre titre de l'actualité, le premier procès directement lié aux attaques du 11 septembre aux États-Unis. Il s'est ouvert aujourd'hui et l'accusé est français. Zacharias Moussaoui, 37 ans. Il n'est pas soupçonné d'avoir participé directement aux attentats, mais d'en avoir été informé. Il risque la peine de mort. Zacharias Moussaoui ne sera resté que 2 minutes dans son box avant d'être expulsé. Correspondance Pascal Golomer, Aaron Diamond. Lorsqu'il arrive ce matin au tribunal fédéral d'Alexandria, Zacharias Moussaoui sait qu'il ne s'agit pour l'instant que de sélectionner les 12 jurés qui décideront de son sort. 500 personnes ont été convoquées pour répondre à des questionnaires. La juge a ordonné qu'elle reste anonyme pour raison de sécurité. Mais Moussaoui prend la parole dès l'ouverture de l'audience. « Je suis Al-Qaïda, mes avocats ne me représentent pas, ce procès est un cirque ». Il a été aussitôt évacué de la salle. Dernier coup d'éclat de celui que le gouvernement américain accuse depuis 4 ans de complicité dans les attentats du 11 septembre 2001. Certes, Zacharias Moussaoui a signé des aveux l'an dernier. Mais lui affirme que s'il a pris des cours de pilotage dans une école du Minnesota en 2001, c'était pour préparer une autre attaque sur la Maison Blanche. Le FBI l'a arrêté en août 2001 pour visa périmé. Mais selon le gouvernement, Moussaoui savait ce qui allait se passer le 11 septembre et il n'a rien dit. Il mérite donc la peine de mort. Pour sa mère, qui ne viendra aux États-Unis que pour le début des débats dans un mois, les Américains ont trouvé leur bouc émissaire. Qu'il soit jugé pour les choses qu'il a fait, pas parce qu'ils ont besoin d'un coupable, parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils ont attrapé quelqu'un pour le 11 septembre, alors que le 11 septembre, mon fils, il était en prison. Mais puisque Zacharias Moussaoui a déjà plaidé coupable, les jurés ne devront se prononcer que sur la peine à infliger, la mort ou la prison à vie. Le procureur compte bien jouer la carte de l'émotion en appelant à la barre des dizaines de familles des victimes du 11 septembre. Les avocats de Moussaoui, eux, pourraient plaider la folie, la schizophrénie de leur client pour espérer sauver sa tête. Autre affaire qui inquiète les États-Unis, mais aussi Interpol en Europe, l'évasion au Yémen de 23 membres présumés d'Al-Qaïda. Ils ont creusé un tunnel de 70 mètres dans leur prison. Parmi eux, les cerveaux présumés des attaques contre le navire américain USS Cole, c'était en 2000, et du pétrolier français Limbourg en 2002. La fièvre ne retombe pas dans le monde musulman après la publication des caricatures de Mahomet. Manifestation aujourd'hui en Égypte, en Indonésie ou encore en Afghanistan. Il faut souligner tout de même que ces rassemblements sont spectaculaires, souvent violents, mais restent limités dans leur ampleur. Christian Autain. Armés de pierres et de cocktails Molotov, quelques centaines d'Iraniens tentent de pénétrer dans l'ambassade du Danemark. Ce soir, ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Mort au Danemark. Un cri de ralliement pour ces Afghans devant la représentation diplomatique danoise. Ils ont défilé du nord au sud, de Kaboul à Kandahar, ancien fief des talibans. Dans l'est du pays, les forces de l'ordre ont tiré, 3 morts. En Irak, 2e manifestation en 3 jours. Dans la ville de Kout, on brûle le drapeau danois. Quelques milliers de fondamentalistes réclament une fatwa pour autoriser l'assassinat des caricaturistes danois. À Bangkok, les protestataires exigent une justice moins expéditive, mais tout aussi radicale. Nous voulons que la personne qui a dessiné le prophète soit traduite devant les tribunaux et exécutée. Du Moyen-Orient à la Nouvelle-Zélande, une même vague d'indignation. Après les violences de ce week-end, les chefs de gouvernement européens ont multiplié les appels au calme. Je comprends que les sentiments religieux aient été affectés et qu'on doive les respecter. Mais la violence ne doit être en aucun cas un moyen d'expression. En Indonésie, la colère n'est pas retombée. Les manifestants ont défilé dans tout l'archipel. Dans la capitale Jakarta, l'ambassade du Danemark a été la cible des protestataires, comme vendredi dernier. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas pu pénétrer dans le hall. Le bâtiment est fermé jusqu'à nouvel ordre. Et on apprend que le quotidien danois qui est à l'origine de l'affaire, qui avait publié ces caricatures, et le porte-parole des organisations musulmanes au Danemark souhaitent rédiger une déclaration commune invitant à l'apaisement. Notez que Mots Croisés revient ce soir sur ce sujet. Islam, les raisons de la colère, débat autour d'Yves Calvi à suivre à partir de 22h50.
Toujours à l'étranger, c'est demain que la République d'Haïti va choisir son nouveau président et un nouveau parlement, avec l'espoir d'en finir avec 30 ans de dictature et 20 ans de crise et de violence. Signe du délitement, le pays est livré à la loi des bandes et l'enlèvement est devenu une véritable industrie. Voici un témoignage, celui d'une religieuse, sœur Agnès. Elle a 85 ans, elle a elle-même été enlevée. Reportage de nos envoyés spéciaux Alain de Chalvron, Tristan Lebras. Pour des retrouvailles, ce sont des retrouvailles. Sœur Agnès revoit ici Philippe, un de ceux qui l'ont tiré des griffes de ces bandits de Cité Soleil qui terrorisent Haïti. Il m'est arrivé une aventure, mais autrement, non, tout va très bien. Une aventure qui a commencé le mercredi 27 janvier à 8 h du matin. Sœur Agnès et 3 compagnons partent vers le nord du pays. Problème, ils doivent passer par là, à proximité de Cité Soleil, ce bidonville où règnent les gangs. À 8 h 10, sur une de ces avenues désertées, le petit groupe est arrêté. Mais là, ils m'ont dit, vous mettez là, marchez là. J'ai pas le choix. Je m'y suis mise. Et puis, ils m'ont dit, ils m'ont pas dit tuer, mais je crois touiller ou je sais pas quoi. Bon. Alors, j'aurais dit simplement, touillez-moi, si vous voulez. Bon, on m'a mis un bandeau, mes enfants. Et moi, je me suis dit, ben, ça y est, je vais mourir. Mais j'avais pas peur. Alors, je me suis mise en tenue pour mourir, comme ça. Séparée de ses compagnons, la dominicaine de 85 ans va être détenue dans une de ces maisons du bidonville, quasiment au vu et su de tous. On va même lui offrir une étrange visite touristique. Il y avait une moto qui était là. On m'a dit montez sous moto-là. Moi, je ne monte pas là-dessus. Pas possible. On m'a dit montez. Je me suis dit je monte. Et là, j'allais dire, on a visité Cité Soleil. Alors que Sœur Agnès est régulièrement transférée d'une cache à l'autre, Philippe, lui, négocie. Sans doute avec l'un de ses caïds de Cité Soleil Tiblan, en jaune, ou Amaral, le grand chef, en vert. La demande de rançon initiale est de 500 000 $. Il s'agissait en fait d'arriver à faire que ces ravisseurs comprennent qu'ils n'avaient pas affaire à des otages ordinaires. Mission accomplie, le vendredi après-midi, après 3 jours de détention, Sœur Agnès et ses compagnons seront libérés, sans bourse déliée. Sœur Agnès n'est pas une exception. Il y a dans ce pays une véritable industrie des enlèvements. 250 en décembre, la plupart du temps du reste des Haïtiens. Une industrie qui fait vivre les gangs, finance les achats d'armes et les campagnes électorales. À La Réunion, c'était aujourd'hui la rentrée des classes pour les élèves et les enseignants, avec une semaine de retard pour cause de virus du chikungunya. Il a fallu désinsectiser les locaux pour éliminer les moustiques et sortir les vêtements longs pour équiper les enfants. Sur place, Nicolas Châteauneuf, Sylvain Gauthier. Les baskets aux pieds et le cartable sur le dos. Avec une semaine de retard, les élèves de l'école élémentaire de Saint-André de la Réunion ont enfin repris le chemin des classes. Le bâtiment a été démoustiqué, comme tous ceux de l'île. Mais avec le récent décès d'un petit garçon dû vraisemblablement au virus chikungunya, les parents sont inquiets. Les gens ne prenaient pas au sérieux, mais maintenant ça devient très sérieux, ça fait peur vraiment. Quand on a des enfants, ça fait très peur. Dans les classes, un enfant sur 10 est absent. Ceux qui sont là comptent souvent plusieurs malades dans leur famille, alors les institutrices leur apprennent comment se protéger de la piqûre du moustique. Qui c'est qui a été piqué? Quand il pleut, vous regardez s'il n'y a pas des vieilles bouteilles, des vieilles boîtes de conserve, ça, vous les videz. Tous les jours, il faut vérifier, puis vous les jetez aussi. Dans la guerre contre le virus du chikungunya, les écoles sont des points très sensibles. L'un des hommes qui mène la lutte, c'est lui, Laurent Carrel, le préfet de la Réunion. Aujourd'hui, il est venu à Saint-André pour répondre aux parents. On ne fera pas disparaître le moustique. Les moustiques, il y en aura toujours et il y en a toujours eu. Simplement, on veut en faire baisser la population de telle manière que ça arrête de contaminer tout le monde. Mais la guerre elle-même, c'est ici qu'elle se passe. Chaque jour, 450 soldats sillonnent les zones habitées de la Réunion. Les hommes en combinaison blanche visent les moustiques. Ceux en treillis s'attaquent aux larves. Pour que cela soit efficace, chaque maison doit y passer. La plupart des habitants ouvrent leurs portes, mais certains sont plus réticents. La Réunion s'est lancée dans une vaste opération de démoustication qui vise les écoles et les 240 000 foyers que compte l'île. Mais pour l'instant, personne ne sait si cela sera suffisant pour enrayer la progression du virus chikungunya. Et puis l'inquiétude gagne maintenant la Martinique, où un homme et une femme sont soupçonnés d'être porteurs du chikungunya. Ils reviennent d'un séjour à La Réunion. Les analyses sont en cours.
La bataille du CPE, le contrat première embauche, c'est demain que la gauche, les syndicats et plusieurs organisations étudiantes et lycéennes appellent à manifester. C'est la première véritable épreuve de la rue pour Dominique de Villepin, dont c'est la mesure phare. Alors faut-il s'attendre à une forte mobilisation? Reportage à l'université de Villetaneuse, Vincent Fourcade, Mathias Second. Dans cet amphithéâtre, entre deux cours, séance d'explication de texte. Au programme, le CPE, contrat première embauche. Qui est donc un CDI avec une période d'essai de 2 ans pendant laquelle vous pouvez vous faire virer d'une part sans aucun motif, sans aucun préavis. Comme un CDI mais avec 2 ans à l'essai. Ici, le contrat spécial, moins de 26 ans, a du mal à séduire. Il n'y a aucune stabilité, quoi. On peut rien avoir de stable. On ne peut pas avoir un appartement, sachant que du jour au lendemain, on peut se retrouver sans rien. À moins de 24 heures de leur journée d'action nationale, les anti-CPE continuent de mobiliser. Vraiment, je compte sur toi et je te dis à demain. Et vraiment, après, manif à la Bastille, quoi. Et pour convaincre, le même argument pour tout le monde, CPE égale grande précarité. Tu ne sais pas si du jour au lendemain tu vas être sorti, donc tu es obligé de trimer comme un gros taré, tu es obligé de trimer 70 heures par semaine, d'accepter toutes les conditions de ton employeur. Tu préfères qu'il ait un CPE qui rentre facilement dans l'entreprise, qui gagne un peu d'argent, qui se fait virer au bout d'un an et demi, c'est pas grave, ou qui reste en bas à rien faire. Ici, tous ont moins de 26 ans, un âge auquel près d'un jeune sur 4 n'a pas de travail. Alors pour certains, un CPE à la fin des études, pourquoi pas? Il ne faut pas non plus trop généraliser, tout le monde ne va pas se faire renvoyer, du jour au lendemain on ne va pas se retrouver à la porte. Je veux dire, je pense qu'on en fait un petit peu trop une généralité. Le contrat première embauche, mieux que rien pour les uns, mais pire que tout pour tous les autres. C'est synonyme de remise en cause du Code du travail, ça instaure un nouveau contrat à une vitesse différente du CDI, donc ce qui veut dire que ça met surtout en concurrence les générations et ça pour nous c'est quelque chose d'intolérable. Des manifestations sont organisées demain dans quelques 150 villes. Reste à savoir si coincés entre vacances et examens, les étudiants répondront présents. Épreuve de la rue et bataille parlementaire. La gauche entend déposer de nombreux amendements lors de l'examen du projet qui se poursuivra demain soir. Dominique de Villepin, en visite ici à Sartrouville, n'a pas exclu d'avoir recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet d'abréger les débats. Il faut aller jusqu'au bout de l'examen de ce texte d'ici à la fin de la semaine, a-t-il indiqué sans plus de précision. En bref, un accord à la samaritaine sur le plan de sauvegarde de l'emploi dans le magasin fermé il y a 7 mois pour travaux de sécurité. Le dispositif prévoit notamment des reclassements, des départs anticipés et des formations pour les 734 salariés. Les principaux syndicats ont voté pour ce plan. L'actualité judiciaire cette semaine est bien sûr marquée par l'audition après-demain, mercredi, du juge Burgot par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau. Cette fonction si particulière du juge d'instruction est une nouvelle fois au centre des débats. Ils sont 616 en France, un métier exigeant et difficile. Pour s'en faire une idée plus précise, l'une de nos équipes a pu suivre 3 magistrats instructeurs au cours d'une enquête au tribunal de Toulon. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Aurélia Guillemin, Vincent Kellner. 48 heures de garde à vue viennent de s'écouler. Soupçonné de viol, cet homme va être présenté à un juge d'instruction. Bonjour monsieur. Vous détachez s'il vous plaît ? Rachel Isabet est la magistrate de permanence ce jour-là à Toulon. C'est elle qui va instruire l'affaire et mener ce premier interrogatoire. Je suis saisie de faits vous concernant, en vertu d'un réquisitoire, monsieur le procureur, en date de ce jour, pour des faits de viol, de violence avec... Viol et violence sur une proche. L'individu entendu doit donner sa version des faits, comme souvent radicalement différente de celle de sa victime supposée. Est-ce que vous reconnaissez effectivement avoir imposé ces relations sexuelles ? Je reconnais dans le sens où elle m'a tenté à chaque fois. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par elle m'a tenté? C'est-à-dire que bon, quand elle était, je veux dire, en petite tenue, ou je veux dire, elle était très jolie, quoi. Vous dites elle pleurait, elle se débattait. Pourquoi vous continuez? Si elle pleure, elle se débat, elle vous dit non. Pour moi, elle était consentante, quoi. 1h15 d'interrogatoire, questions précises, ton neutre, distant, c'est la règle à ce stade. Je crois que chaque magistrat a ses convictions et sa façon de procéder. C'est vrai que là, la distance par rapport au dossier, on doit la voir. Essayer effectivement de pas juger la personne, de pas être horrifié par ce qui a été fait, de l'interroger en distance par rapport à la gravité de ce qui lui est reproché. Quand quelqu'un est mis en cause pour des faits qui nous dit mais c'est pas possible, j'étais pas là, j'étais avec un tel, ou la victime m'a menacé, c'est pour ça, mais on vérifie, est-ce qu'il y a eu des menaces, est-ce qu'il y a un alibi, est-ce qu'il y a des choses. Il faut instruire à charge à décharge. Je crois qu'on essaie tous de le faire. Dès qu'on peut. Le suspect mis en examen se pose désormais pour lui la question de son placement en détention provisoire. La juge d'instruction le demande, mais c'est à un autre magistrat d'en décider.
Je suis juge des libertés de la détention, donc moi je n'interviens que sur la liberté des personnes. Au terme d'un débat entre le procureur et l'avocate du mis en cause, le juge des libertés et de la détention tranche. Pour cet homme, ce sera la détention. Motif, éviter toute pression sur la victime. C'est quand même une rupture dans la vie de quelqu'un, quand en plus il s'agit d'une personne intégrée dans la société qui a un travail et un logement. On a bien conscience que même si on privilégie les nécessités de l'enquête, pour la personne, ça peut avoir des conséquences très importantes. Pour vous, c'est à chaque fois un cas de conscience? Ah oui, oui, oui. À Toulon, 6 juges d'instruction se partagent la masse des affaires, jusqu'à 100 dossiers chacun qu'il faut traiter simultanément. Alors, ici, vous avez une affaire de braquage, donc de vol avec arme. Ici, vous avez un dossier de trafic de produits stupéfiants. Ici, vous avez une affaire donc de pédophilie. Des dossiers consultés et refermés sans cesse. Les juges d'instruction passent d'une affaire à l'autre, ou plutôt d'une urgence à Vous l'autre. pouvez avoir une journée où vous allez vous dire aujourd'hui, je vais me consacrer à ce dossier-là. Et à l'arrivée de la journée, vous avez été dérangé par 1000 coups de phone qui ont concerné tous les autres dossiers. C'est vrai qu'au départ, c'est un peu l'urgence qui traite notre façon qui dicte notre façon de travailler. Bien, et vous? Seuls 5% des affaires sont cependant entre les mains des juges d'instruction. Les délits les plus complexes et les crimes. À Toulon, plus d'un tiers des affaires instruites sont des affaires de mœurs. Je vous mets un examen donc, pour viol sur mineur de 15 ans. Des affaires sensibles où les preuves matérielles manquent. Ici, le drame d'Outreau n'a donc laissé personne indifférent, mais les attaques contre les juges d'instruction et tout particulièrement contre le juge Burgot laissent un goût amer. Le juge Burgot, c'est moi, au même âge. Simplement, il lui a été donné d'instruire cette affaire, et ça aurait pu être moi. Et je suis pas du tout sûre que j'aurais fait mieux que lui. Il faut accepter le risque de l'erreur. L'erreur est inhérente au boulot de juge. Le juge qui se trompe pas, il n'y en a pas. L'erreur, pourtant susceptible d'envoyer des innocents en prison. C'est pour ça que les garde-fous existent, à commencer par les magistrats de la cour d'appel. Des verrous qui font dire aux juges d'instruction qu'ils ne sont ni seuls, ni tout-puissants. Et je vous rappelle que vous pourrez suivre en direct cette audition du juge Burgot sur France 2 à partir de 15h45 après-demain, mercredi donc. Justice encore en bref, l'enquête se poursuit en Bretagne où une nouvelle chapelle a été profanée ce week-end dans le Morbihan. Les vandales ont laissé derrière eux des symboles sataniques. Mauvaise plaisanterie ou agissement d'une secte, c'est la 5e affaire similaire, en tout cas dans la même zone, en une dizaine de jours. Il s'appelle Eric, mais n'a pas souhaité communiquer son nom de famille. Il a 30 ans et il est l'un des 2 gagnants français de l'euro-million. L'autre ne s'est toujours pas fait connaître. Il est venu aujourd'hui toucher son chèque de 61 millions d'euros dans la joie, mais toujours avec les pieds sur terre. François-Julien Piednoir. Félicitations. Merci, pardon, excusez-moi. 18 euros dépensés, 61 millions empochés. Eric n'a joué que 3 fois dans sa vie. Le jeune Savoyard est devenu multimillionnaire et l'a appris en direct de son canapé. Je voulais tout casser dans la maison, je me suis dit non quand même, on sait jamais, s'il faut c'est une blague, quelqu'un a enregistré une émission, qui a trafiqué les numéros. Mais ouais, on n'a pas dormi de la nuit quoi, par contre. Le matin c'était dur pour aller travailler, mais... L'assistant maître d'hôtel à Évian devient bien plus riche que son patron. Il a donc démissionné. Depuis quelques heures, sa vie bascule. Au téléphone, on se bouscule. D'un coup, j'ai plein d'amis, quoi. Samedi matin, j'avais plein d'amis, samedi matin. Le téléphone n'arrêtait pas, des gens que j'avais pas vu depuis 4 ans, 5 ans. Oh Eric, ça va, tout ça, À sa compagne Emmanuel, Eric a fait une promesse. Pas encore de lui prendre la main, mais en tout cas de partager les gains. Moi, c'est très bien tombé parce que j'étais licenciée au mois d'octobre. Je travaillais en Suisse, à Lausanne, dans la vente. Et au bout de 2 ans et demi, je travaillais là-bas, j'étais licenciée. Et vous comptez plus travailler maintenant? Ah non. Plus besoin de travailler, il leur suffit de placer leurs 61 millions sur un compte rémunéré à 2,5% par exemple. Ils percevraient alors plus de 4 000 euros par jour. Mais avec 60 millions, Eric et Emmanuel pourraient s'offrir 5 ou 6 îles au large de Dubaï, ou recruter le footballeur barcelonais Eto'o, estimé à 60 millions par son club. Et pour la Saint-Valentin qui approche, Eric n'a donc plus de soucis financiers à se faire. Mais comme tout le monde, il lui reste à trouver une bonne idée de gros cadeau.
Voilà, il a le choix en tout cas. Santé avec la lutte contre les infections nosocomiales, ces maladies qu'on contracte à l'hôpital et qui font 4000 morts par an. Eh bien, les autorités viennent de publier le premier classement officiel des hôpitaux et des cliniques sur ce sujet. Classement qui révèle que 6% des établissements ont encore de gros efforts à faire. Nicolas Lemarinier, Christian Leroux. Se laver les mains encore et encore, plus qu'une obligation, c'est devenu un réflexe au service réanimation de l'hôpital Saint-Joseph. Et ici, une solution miracle a remplacé le savon. La solution hydroalcoolique ne nécessite pas d'équipement particulier, on l'a tout le temps ou dans sa poche ou à portée de la main. L'acte en lui-même va durer 30 secondes et c'est beaucoup plus facile à faire que le lavage des mains qui va durer au minimum 1 minute 30. Grâce à des mesures comme celle-ci, l'hôpital a diminué de moitié la présence de bactéries dangereuses en 5 ans. Le centre de soins figure en catégorie B dans le palmarès des établissements de santé en matière de lutte contre les infections. En haut du classement, la catégorie A, 11% des établissements. Tout en bas, la catégorie E, celle des 5,9% de retardataires. La liste est disponible pour la première fois sur Internet, région par région, ville par ville. On y découvre par exemple en bas du palmarès la clinique de l'Essonne, catégorie E. 144 lits, principale activité, l'orthopédie. Pour son directeur, les critères d'évaluation sont déconnectés des réalités du terrain. Ce taux est basé surtout sur du formalisme, c'est-à-dire sur les moyens mis en place, le nombre de réunions faites dans l'année, le nombre d'études qu'on a pu mettre en route dans l'année et non pas du tout sur les résultats. Cette critique souvent répétée, le ministre de la Santé l'a anticipée. À peine rendu public, le classement va déjà évoluer. Nous aurons notamment en octobre les résultats du taux d'infection nosocomiale établissement par établissement. Aujourd'hui, ce sont les moyens engagés. Nous aurons les résultats au mois d'octobre. Le gouvernement espère sensibiliser fortement les établissements de soins. Chaque année, 4000 personnes meurent d'une infection contractée à l'hôpital. Les Jeux Olympiques, jour J-4, ça y est, l'enthousiasme est là. La flamme a fait escale en France, dans les villes olympiques, Grenoble, Chamonix, Albertville, et des dizaines de milliers de personnes s'étaient massées sur le parcours pour applaudir Carole Merle, Marielle Guetchel ou encore Edgar Gros-Piron. Sur place, Benoît Bringer, Olivier Jacquelin. La championne a retrouvé la flamme olympique. En 1968, lors des Jeux de Grenoble, Marielle Guetchel décrochait la médaille d'or de slalom. 38 ans après, la flamme est de retour dans la ville et c'est elle qui la porte jusqu'à la vasque olympique. Finalement, il a fallu beaucoup courir, hein. J'ai 3 fois 20 ans, moi, mais bon, c'était très sympa. Je crois qu'on est un peu porté. À ses côtés, Alain Calmat, ancien champion de patinage et ex-ministre des Sports, ému. Cette ambiance que je retrouve, bien sûr, c'est pas la même chose. C'est au niveau du fantasme peut-être, mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Car en 1968, Alain Calmat était là, lui aussi. Lors de la cérémonie d'ouverture, il avait allumé la vasque olympique. Partie d'Athènes le 6 décembre, la flamme est arrivée en fin de matinée à Grenoble, portée par d'anciens sportifs. Parmi eux, Edgar Gros-Piron, champion olympique de bosse en 1992. Sur le bord de la route, les Grenoblois sont venus nombreux. On en revient un peu à l'effet Coupe du Monde en 98, c'est le sport qui réunit les gens et c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Pour ce court passage en France, la flamme a traversé aujourd'hui, en plus de Grenoble, d'autres anciennes villes olympiques comme Chambéry et Albertville. Elle arrivera jeudi à Turin, à la veille de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques d'hiver 2006. Et ce sera bien sûr sur France Télévisions. Et puis à propos de sport, l'image du week-end comme chaque lundi, c'est Zinedine Zidane, désormais insatiable et qui devient l'un des meilleurs buteurs du Real. Après le triplé et le doublé, c'était face à l'Espagnol Barcelone. Plat du pied droit un peu chanceux en fin de première mi-temps. Frappe du pied gauche de demi-volée en début de deuxième période. Résultat final, 4-0 pour Madrid. Musique, après les revenants des années 60 et 70, voici le retour des groupes des années 80, la grande époque de la New Wave. Vous vous souvenez sans doute de Dépêche Mode. Eh bien, ils font salle comble. Olivier Lenuzza, Dominique Bonnet. Dès la première chanson, la machine électro Dépêche Mode est lancée. Partout en Europe, comme ici à Marseille, les places de concert se sont arrachées 6 mois à l'avance. Le public de Dépêche Mode est présent depuis. Depuis très très jeune, vu mon âge.
Est-ce que c'est toi qui as fait venir ta maman? C'est plutôt elle qui m'a fait venir. C'est un groupe qui est resté quand même fidèle à lui-même, toujours intact, avec une voix superbe. À Paris, ils se produiront 4 soirs à Bercy. Une revanche pour un groupe que certains jugeaient démodé. D'une façon générale, nous sommes un groupe pessimiste. Nous avons tendance à ne voir que les côtés négatifs des choses. Alors nous avons été surpris de voir que tous nos concerts ont été complets si vite. Les sourires, la sérénité de 3 Anglais de 40 ans revenus de loin. À leur début en 1980, les moqueurs ne voient en eux que des garçons coiffeurs. Ils s'en moquent, sont sacrés rois de la pop électro. Les tubes s'enchaînent. 10 années de triomphe, puis la descente aux enfers. Crise personnelle, égo démesuré, drogue et même une tentative de suicide pour le chanteur, Dave Gahan. Je suis un vrai survivant. Je suis juste mon chemin. Ces dernières années, j'ai beaucoup appris sur moi. Après des années d'errance, Depeche Mode vient de signer un 11e album salué par la critique. Intitulé Playing the Angel, joué à l'ange, logique pour un groupe qui a côtoyé les démons et qui aujourd'hui a retrouvé la foi. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet, 20h50, au-delà du crime. Un nouveau rendez-vous animé par Christophe Ondelat qui revient ce soir sur le dossier des disparus de Bourmelon, l'affaire Chanal. À demain.